Bonjour et bienvenue dans Géopolitis. Mettre un vêtement une seule fois et le jeter, c'est le modèle de l'ultra fast fashion, la mode éphémère qui fait des ravages sur le plan environnemental et des conditions de travail. 100 milliards de vêtements produits chaque année, une augmentation prévue de plus de 60% d'ici à 2030. Le recyclage et l'achat de seconde main permettent de se donner bonne conscience, mais encouragent la surconsommation. Reste la mode éthique, respectant l'environnement et les conditions de travail, mais à des prix souvent inabordables. Livraison et retour gratuit, réduction immédiate dès l'inscription sur le site. On ne présente plus le phénomène Shein, symbole de la mode ultra rapide à destination des 15-25 ans qui inondent la planète de ses vêtements à bas prix, avec 500 000 références sur Internet et un renouvellement permanent des collections. 11 à 12 heures de travail par jour, un seul jour de congé par mois. Même si elle affirme verser le double du salaire minimal, l'entreprise ultra florissante basée à Canton, en Chine, symbolise toutes les dérives de la mode rapide selon un rapport de l'ONG Publicaille, dont nous recevrons la porte-parole Géraldine Viret. Mais au-delà de Shein, qui par ailleurs multiplie les actions de bienfaisance et de greenwashing, c'est tout un système qui est mis en cause et qu'il est urgent de réglementer. Après la France et l'Allemagne, l'Union européenne pourrait instituer une directive sur le devoir de vigilance des multinationales, visant à s'assurer que tous leurs sous-traitants respectent les droits humains et l'environnement. Ce serait un premier pas, alors que la Suisse se contente de miser sur l'information aux consommateurs et l'approche individuelle. Commençons donc par poser le décor de ce défilé permanent avec Mélanie Ohaillon. Malgré l'inflation, les super promotions du Black Friday ont attiré cette année de nombreux acheteurs dans les rues de New York. C'est un jour parfait pour faire du shopping. Les prix ont baissé jusqu'à 60%. Ce week-end de novembre est l'un des plus rentables des géants de la fast fashion, cette mode éphémère sans cesse renouvelée. Le secteur est passé maître dans la reproduction de collections de luxe à des prix cassés. Ces marques sont les championnes d'un modèle de consommation effréné, à peine repéré, vite acheté, à peine porté, vite jeté. Une frénésie d'achat amplifiée par les applications de vente en ligne, d'autant que les livraisons et les retours sont quasiment toujours offerts. Avec des chiffres d'affaires en hausse quasi constante, les poids lourds du secteur, l'espagnol Inditex, maison mère de Zara et Bershka entre autres, et le géant suédois H&M. En 20 ans, la production de vêtements a plus que doublé. Plus de 100 milliards de vêtements sont vendus chaque année. L'industrie de la mode est un marché colossal de près de 3 000 milliards de dollars, soit environ le PIB du Royaume-Uni. Au nord du Chili, cette décharge à ciel ouvert est devenue un cimetière de la mode jetable. Chaque année, rien qu'en Europe, 4 millions de tonnes de vêtements finissent à la poubelle. Brûlés, ils génèrent des gaz toxiques pour les populations environnantes. Considérée comme l'une des industries les plus polluantes, la mode serait responsable de 10% des gaz à effet de serre, autant que le transport aérien international et le trafic maritime réunis. Au Bangladesh, autour des usines textiles, les rivières sont de plus en plus polluées par les produits chimiques. Il y a encore 10 ans, l'eau était utilisable, mais maintenant elle est totalement polluée. Nous ne pouvons pas nous baigner ou utiliser l'eau. Il n'y a presque plus de poissons, cela ruine même la plupart des cultures. Matériaux favoris de la mode jetable, les textiles synthétiques polluent aussi lors d'un simple lavage. À chaque lessive, des millions de microfibres sont rejetées. Cela représenterait plus d'un tiers des microplastiques présents dans les océans. Ces dernières années, certaines marques ont délaissé les usines du Bangladesh au profit de l'Éthiopie. Ici, à Ouassa, les salaires sont parmi les plus bas du monde, autour de 23 € par mois. Produire toujours plus et toujours moins cher, place à l'ultra fast fashion, des robes à moins de 3 ou 9 €. En Chine, pour attirer les plus jeunes, le groupe Shein a tout misé sur le commerce en ligne et ses collaborations avec des influenceurs sur TikTok.
Shein a atteint ce printemps les 100 milliards de valorisation, plus que celle des deux leaders, Inditex et H&M réunis. Derrière cet empire, dans ces ateliers de Canton qui travaillent pour la marque, les ouvriers enchaînent parfois plus de 12 heures par jour. Vous êtes nombreux à travailler pour cette marque? Cette marque, elle nourrit la moitié de la Chine. Payés moins de 4 € l'heure pour les plus expérimentés, ils sont les travailleurs précaires de la mode à bas prix, dans un secteur toujours peu contrôlé et peu régulé. Bonjour Géraldine Viret. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'ONG Publicae. Alors vous dénoncez inlassablement les atteintes aux droits des travailleurs et à l'environnement dans différentes industries, en particulier celle de la mode. Vous avez publié l'an passé un rapport sur Shein qui fait fureur chez les ados. Alors les Rolling Stones, après ce rapport, ont dénoncé leur contrat. C'est no sympathie pour Shein? Alors on est évidemment content que des personnalités d'une telle envergure que les Rolling Stones décident de ne pas s'associer avec des multinationales qui ne respectent pas les droits des travailleurs et des travailleuses. C'est hyper positif. On était surtout fiers parce qu'on a permis de révéler l'envers du décor, c'est-à-dire la manière dont cette entreprise qui fait fureur chez les jeunes traite ses employés dans son pays. Bon, alors Shein, ils se défendent en affirmant, par exemple, qu'ils payent le salaire minimum vital, qui respectent les normes, en tout cas, chinoises. Ce qu'on voit, c'est que sur le papier, les salaires, ils ont l'air corrects, ils ont même l'air bons, pour être honnête, mais dans les faits, sur place, on constate que les gens, pour gagner ce salaire, ils doivent travailler pour deux, ça veut dire 11 à 12 heures par jour, plus de 75 heures par semaine, un seul jour de congé par mois, et aussi des conditions de sécurité sur place dans les ateliers qui sont très alarmantes. Est-ce qu'ils vous ont répondu, donc, suite à ce rapport? Il y a eu plusieurs temps. Déjà, avant la publication, on a évidemment cherché à les confronter aux faits. C'était silence radio. Ensuite, de grands médias ont pris contact également avec eux. Et là, ils ont répondu quelque chose d'assez bateau. C'est-à-dire, on prend au sérieux, évidemment, tous les problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Une année après l'enquête, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de mesures crédibles qui ont été prises. Par contre, Shein fait énormément de communication, de mécénat intéressé pour verdir son image. Bon, évidemment, ce n'est pas les seuls en cause. Les grands de la mode jetable, H&M, Zara, c'est en gros pareil. On peut dire que Shein, c'est un peu la fast fashion sous stéroïdes, c'est-à-dire qu'il prend les mêmes recettes, mais on les pousse à l'extrême. Donc des articles très bon marché, vraiment un catalogue gigantesque, on les produit quasiment en temps réel. Et puis on utilise des stratégies marketing redoutables pour rendre les jeunes accros. Alors justement, parmi ces stratégies marketing, il y a le rôle des influenceurs et influenceuses, un rôle assez toxique. Est-ce qu'il faut réglementer comme s'apprête à le faire la France? Je pense que c'est hyper important. On voit que ce modèle, Shein a réussi à quelque part intégrer le marketing, l'acte d'achat dans les interactions sociales des jeunes, notamment sur TikTok. Et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux. Il y a un manque fondamental de transparence sur le rôle et le statut des influenceurs. Est-ce qu'ils sont rémunérés? Sous quelle modalité? Il faut plus de transparence. Évidemment, alors la question c'est comment on stoppe cette frénésie. On a vu les chiffres là dans le sujet, 100 milliards de vêtements sont produits chaque année, le chiffre d'affaires est de 3 000 milliards, c'est absolument vertigineux, une croissance même prévue qui va augmenter de 60% d'ici 2030. Finalement, c'est un peu décourageant par rapport à tout ce que vous faites. Je crois qu'on est dans une mode aujourd'hui de la démesure, mais que ces chiffres, au contraire, ils doivent nous pousser à surtout pas nous décourager. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas attendre de ces grandes entreprises qu'elles agissent de manière responsable sur une base volontaire. La responsabilité sociale d'entreprise, ça a des décennies, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Évidemment, les consommateurs, on a un rôle fondamental à jouer, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas juste un problème individuel, c'est un problème systémique. Donc il faut de la régulation. Bon, alors on peut vous rétorquer que ça fait tout de même vivre 75 millions de travailleuses, c'est surtout des femmes dans le monde. Bon, évidemment, les salaires, c'est, je crois, quelques centimes pour un t-shirt. Bon, 75 millions de personnes qui vivent de l'industrie textile, mais dans quelles conditions? La promesse, quelque part, cette grande promesse d'un développement économique et social grâce à l'industrie textile globalisée, n'a jamais été tenue. Aujourd'hui, les salaires, il faudrait, dans les pays producteurs, les multiplier par 2, voire 5, pour atteindre un salaire vital. Donc ce serait quoi, en gros, en francs? C'est le salaire vital, disons, moyen? Ça dépend d'un pays à l'autre. Ça dépend d'un pays à l'autre. Mais aujourd'hui, on voit que les personnes ne parviennent pas à vivre. Et on voit aussi que ces grandes marques, au vu de leurs bénéfices, elles ont largement les moyens de faire mieux. Et le salaire vital, c'est un droit humain, droit fondamental. Et puis, c'est la pierre angulaire, quelque part, pour la réalisation de toute une série d'autres droits. Droit à l'éducation, droit à la santé. Donc c'est vraiment fondamental que les États agissent.
Alors justement, comment mieux réglementer, hein? Par exemple, il y a une directive de l'Union européenne sur le devoir de vigilance des multinationales qui devrait être signée. La France et l'Allemagne l'ont déjà adopté. Est-ce que c'est la bonne voie ? C'est une des voies. Je crois qu'il n'y a pas une solution unique et parfaite, mais ça, c'est la bonne voie, c'est-à-dire de contraindre les grandes entreprises à respecter les droits humains et l'environnement sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, comme l'a fait la France, l'Allemagne, comme s'apprête à le faire l'Union européenne. C'est extrêmement important. Mais la Suisse, elle ne le fait pas, ça, par exemple. La Suisse, elle ne le fait pas. Alors, on l'a vu avec le contre-projet sur l'initiative pour les multinationales responsables. En Suisse, on veut imposer le moins de contraintes possible. C'est donc une réglementation qui aujourd'hui déjà est largement périmée, inefficace et alibi. Et il faut absolument maintenant agir en Suisse aussi pour renforcer ce devoir de diligence. Alors, on a l'impression que malgré tous ces efforts, finalement, eh bien, le consommateur est piégé. Il croit bien faire en recyclant ses vêtements ou en achetant des vêtements de seconde main. Alors, on va voir avec Anne Delette que ce n'est pas si vertueux et on se retrouve juste après. Il y a ceux qui surfent sur la vague verte et les autres. Fitzen, basée en Suisse, fut la première grande enseigne à vendre des vêtements à la fois neufs et d'occasion, des vêtements vintage. Une tendance, un nouveau créneau. Nous sommes totalement dans la tendance, dans la mouvance zéro déchet qui est très actuelle. Car c'est mieux d'acheter des vêtements qui existent déjà plutôt que d'en produire toujours plus. Donner une seconde vie aux vêtements, c'est aussi le leitmotiv de Maxime, qui passe son temps à chasser des pièces comme ses jeans 501. Étant donné le prix que ça coûte maintenant, dans les vis, mieux vaut le venir chercher en seconde main. Les arguments financiers font tilt auprès d'un public jeune. Je peux payer par carte ? Par Twint. On scroll. Wow! Proposition acceptée par Sana. Une boulimie encouragée par les influenceurs, au service de plateformes comme Vinted. Mais la seconde main n'est pas que l'apanage des petits budgets. Donc là, on est sur un très beau modèle de la maison Chanel, qui est tout neuf, en cuir caviar. Alors moi, je pense qu'on va le vendre, je n'ai pas encore vu avec madame, mais je pense qu'on va le vendre aux alentours des 4005. Dans cette arcade très chic, on trouve les plus belles pièces de la rivière alémanique. Bonjour. Ah, des très jolies bottines. Et les statistiques le confirment, le marché s'envole. 119 milliards de dollars en 2022 et de belles perspectives dans 5 ans. Un engouement qui interpelle cette observatrice de la mode. En fait, ça déculpabilise très très vite la seconde main. Parce que la seconde main, c'est bien mignon de dire « oui, mais on pollue moins, pas sûr ». Pour s'en convaincre, direction le Ghana. Des milliers de vêtements portés autrefois chez nous finissent leur vie ici, sur ces plages. Ils viennent de cette dune artificielle qui ne cesse de croître. Pollution de l'eau, pollution de l'air, cauchemar des riverains. Nous le brûlons encore et encore, mais il y en a toujours plus. Ça nous rend malades, ça donne de la fièvre, des maux de tête et beaucoup d'autres choses. Pour cette ancienne styliste new-yorkaise, désormais activiste, les grandes enseignes sont responsables de cette pollution, mais les consommateurs aussi. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que ces déchets rendent visible un problème qui est dans leur placard. Nous devons prendre nos responsabilités et changer notre mode de consommation. Une consommation effrénée, qu'il s'agisse de première ou de seconde main. Alors finalement, l'achat de seconde main, c'est aussi une façon de maintenir ce système de fast fashion. Ça alimente la machine. Oui, évidemment, ce n'est pas parfait, mais je crois que dans le système actuel, c'est une option intéressante pour les consommateurs, les consommatrices qui cherchent à se détourner de la fast fashion. Ce qui est problématique, en revanche, c'est lorsque des grandes marques comme H&M invitent les gens à retourner leurs vêtements pour quelque part aider la planète, mais en échange, on vous donne des bons d'achat. Donc c'est une manière de vous déculpabiliser en vous poussant encore à la surconsommation. Quand on voit ce scandale aussi du recyclage, finalement, on se donne aussi bonne conscience à bon compte. Hein. Il n'y a que 5% des vêtements recyclés qui finalement sont réutilisés.
Aujourd'hui, cette promesse du recyclage ou de l'économie circulaire dans le cadre de la fast fashion, c'est vraiment un leurre. C'est un moyen d'éviter aussi de remettre en question le modèle d'affaires. Ce qu'on voit, c'est que le vêtement de fast fashion, déjà en soi, c'est presque un déchet. Donc c'est de la mauvaise qualité, des fibres synthétiques, des fibres mélangées, extrêmement difficiles à recycler. Et puis surtout, aucun système, même avec des progrès techniques, ne peut maintenant, quelque part, absorber une telle quantité de vêtements. Et le problème, c'est vraiment la surconsommation. Alors, le leader du recyclage, Texet, est basé en Suisse, fait quand même 100 millions de chiffres d'affaires. Est-ce que c'est choquant de voir ça? Non, je ne dirais pas que c'est choquant parce que 100 millions de chiffres d'affaires, ce n'est pas 100 millions de bénéfices, donc on est un peu à un autre niveau. Par contre, quand on regarde justement la quantité de vêtements qui finissent donc, dans les collectes, les problèmes aussi dans le tri, avec une quantité quand même assez forte de vêtements qui finissent sur des plages en Afrique ou dans d'autres pays, là on a un problème. Et à la poubelle également. On voit aussi le désastre finalement que sont les désastres écologiques, que sont les microplastiques avec ce coton industriel. Comment on peut faire changer ça aussi ? Bon, ce qu'on voit, si on regarde par exemple l'Union européenne, on voit qu'il y a une véritable volonté d'agir contre la fast fashion avec une stratégie pour des textiles plus durables. Et je pense que ça, c'est une bonne voie. Mais ce qui est clair, c'est que dans tous ces projets, ces volontés de réglementation, il ne faut absolument pas plier face à la pression des lobbies. Et c'est souvent le problème, en fait, parce que les lobbies de l'industrie cherchent vraiment à étouffer, à édulcorer toute volonté de régulation. Mais vous parlez de textiles plus durables. Alors, on se pose la question, les consommateurs, est-ce qu'il faut prendre du coton bio, du lin Qu'est-ce qui est, disons, éthique ? Bon, je pense que le moins de tout possible, c'est vraiment le premier message à faire passer. Et puis ensuite, si on utilise des fibres, il faut recycler, réutiliser les fibres existantes. Si on utilise des nouvelles fibres, plutôt privilégier les fibres naturelles, issues de l'agriculture biologique, ça c'est important. Mais il n'y a pas de matériaux quelque part exemplaires. Tous les matériaux ont un impact environnemental. Alors, ces multinationales, elles ont signé un Fashion Pact, 0 émission en 2050. Est-ce qu'il faut les croire ? Je pense qu'à ce stade, en tout cas, c'est déjà une belle opportunité de greenwashing, malheureusement. Je ne suis pas experte dans ce domaine-là, mais ce que j'ai lu, c'est qu'on voit qu'il y a des plans de transition qui varient vraiment d'une entreprise à l'autre. Il y a aussi un manque, à ce jour, de cohérence et de transparence sur les engagements que les marques prennent. Donc là, il faut faire très attention, parce que ce zéro émission dans le secteur de la mode, mais dans d'autres secteurs, c'est une opportunité de greenwashing aujourd'hui. Bon, alors évidemment, la question, c'est est-ce qu'on va trouver finalement autre chose que le boycott pour faire bouger les choses ? Est-ce que le boycott est efficace ? Cette question du boycott, elle revient beaucoup. Moi, je pense que c'est vraiment une question de choix individuel. Et puis, c'est parfois un message qui est un peu contre-productif, notamment auprès des jeunes. Je pense que ce qui est important, c'est, comme je dis, d'acheter moins et d'acheter mieux, de s'informer, de s'exprimer, et puis surtout de résister aux injonctions qui sont très fortes aujourd'hui, de consommer toujours plus. Bon, il y a évidemment toujours cette question du prix. On achète parce que c'est pas cher. Et ça, c'est quelque chose qui est durable. Enfin, c'est une tendance lourde. Aujourd'hui, les prix des vêtements, ils ne reflètent pas les coûts sociaux et environnementaux qui se cachent derrière. Ça, c'est évident. Et il faut bien comprendre qu'on n'en est pas arrivé là par hasard. Finalement, la mode éphémère, c'est une stratégie qui a été mise en place par les marques il y a plusieurs décennies pour continuer à croître dans un secteur qui était saturé. Et comment on fait ça ? On délocalise, évidemment, et puis on fait croire aux gens qu'il n'y a pas de conséquences, qu'il n'y a pas, c'est pas grave. Et c'est pas vrai. On paye tous le prix aujourd'hui. Eh bien, merci Géraldine Viret. On voit l'ampleur de la tâche pour faire évoluer dans nos comportements, dans ce qui reste malgré tout une nécessité et un plaisir. Il faut bien s'habiller. Merci. Merci beaucoup. Contre la mode jetable, il y a la mode éthique qui prend en compte les atteintes à l'environnement et les droits des travailleurs. Elsa Anguinolfi a rencontré à Genève une jeune créatrice qui a lancé sa propre marque. Delphine Axius a lancé sa propre marque de vêtements il y a 3 ans, dans le but de créer des habits plus durables et éthiques. Ils sont confectionnés dans un petit atelier en France à partir de matières d'origine naturelle, du lin français, de la laine italienne et surtout du tencel. Le tencel, c'est de la pulpe de bois, donc de la pulpe d'eucalyptus, et c'est l'alternative écologique à la viscose parce que ça utilise seulement un solvant bio et de l'eau et tout est recyclé à 99%. On regarde vraiment d'où viennent les matières premières. C'est très important de sourcer en Europe pour nous, pour minimiser aussi l'empreinte carbone.
Pas de fermeture éclair ni boutons en plastique, des teintures sans produits toxiques, mais aussi des modèles basiques. Alors, on ne fait pas des collections comme tout le monde parce nous, on crée des pièces intemporelles, donc c'est vraiment des pièces qui ne se démodent pas, dont on ne se lasse pas et qu'on ne va pas jeter d'une saison à l'autre. Des habits plus durables mais chers, 165 francs pour un cache-cœur vendu en ligne. Sur cette somme, Havani paie 15 francs pour la matière première, 46 francs 30 pour la confection et dégage une marge de 98 francs utilisée pour la conception, la promotion, le site internet, les assurances et les salaires de l'entreprise. Après, il faut se poser la question, un t-shirt à 10 francs, où est-ce que quelqu'un paye un prix pour ça? Et en général, c'est vraiment au niveau des gens qui fabriquent les vêtements. Les personnes qui les confectionnent, souvent, ne peuvent même pas se payer à manger. Les initiatives comme celle de Delphine Axius se multiplient. Des entreprises de niche ou qui produisent de plus grands volumes, comme cette marque française qui propose des jeans recyclables et consignés. Il est fait en polyester entièrement. Les fils, le tissu, il n'y a pas de finition en métal ou autre. Du coup, tout peut partir entièrement au recyclage. Des jeans tissés, teints et confectionnés en France. Ah oui, en France, on n'a pas le droit à l'esclavage, on n'a pas le droit au travail des enfants, on n'a pas le droit de sous-payer les gens, et c'est tant mieux. De la même manière qu'on n'a pas le droit de ne pas avoir de station d'épuration, on a plein de normes en fait. On a un cadre social et écologique qui nous protège. Dans les grands pays producteurs de textiles comme l'Inde, certaines entreprises misent aussi sur des processus plus durables. Nous recyclons toute l'eau que nous utilisons dans ce bâtiment. Nous avons un compost ici. Nous utilisons du biogaz provenant des déchets alimentaires de la cantine. Des démarches encore très minoritaires dans ce secteur qui emploie en Inde 45 millions de personnes. La marque H&M a régulièrement été accusée d'employer des enfants chez ses sous-traitants. En 2016 encore, une ONG révélait que des enfants syriens travaillaient dans une usine de ses fournisseurs en Turquie. Et pourtant, la marque suédoise a toujours affirmé réagir très rapidement pour empêcher cela. Regardez cet extrait de Temps présent à l'occasion des 50 ans de la marque en 1998. C'est notre rubrique Ce jour-là. La mode d'automne selon H&M. L'entreprise fête son 50e anniversaire en compagnie de top modèles et de journalistes venus de toute l'Europe. C'est le reflet du succès et de l'expansion rapide de NS & Moritz sur de nouveaux marchés. Il y a une question qu'il faut toujours garder à l'esprit lorsqu'on produit dans certains pays, la main-d'œuvre enfantine. Nous sommes très clairs à l'égard de nos fournisseurs. Il n'est pas question de faire travailler des enfants dans nos ateliers. Nous arrivons à Pasillo Uno, un petit village dans lequel des femmes et des enfants brodent des pulls pour H&M. Est-ce que tu brodes tous les jours ? Seulement s'il le faut. Demain, c'est samedi. Combien d'heures vas-tu travailler? Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Tu vas broder toute la journée? Pas seulement, il faut nettoyer aussi. Qui t'a appris à broder? Ma sœur, Suzanne. Est-ce que tu reçois un salaire? Oui, 4 pesos par pull. Combien pourras-tu en faire d'ici minuit? 2. Alors en 8 heures, tu gagnes 8 pesos? Les prix proposés contraignent les entreprises locales à trouver de la main-d'œuvre toujours meilleur marché. Or, il n'y a pas de main-d'œuvre meilleur marché ou plus docile que les enfants. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a assisté à une augmentation vertigineuse du nombre d'enfants employés dans les secteurs de l'industrie et dans d'autres secteurs. On estime aujourd'hui à 250 millions le nombre d'enfants qui travaillent dans le monde entier, dont peut-être 10 millions dans la confection de vêtements.
La mode a un avantage, ça fait de belles images, glamour et sexy, et tout le monde a un avis sur la façon de s'habiller. Ce qui permet donc à de nombreux documentaristes d'aller voir l'envers du décor. En 2015, 2 ans après l'effondrement du Rana Plaza, The True Cost d'Andrew Morgan avait démontré la perversité du fonctionnement de l'industrie de la mode. Plus récemment, Fast Fashion, les dessous de la mode à bas prix, d'Édouard Perrin et Gilles Bovon, met l'accent sur l'inventeur de la fast fashion Zara, fleuron du groupe espagnol Inditex, premier groupe mondial avec plus de 20 milliards de chiffre d'affaires. Son fondateur, Amancio Ortega, est la 6e fortune mondiale, tandis que Zara est régulièrement épinglé pour la multiplication des sous-traitants qui sous-payent leurs salariés. Il me reste à vous remercier d'être toujours aussi fidèle à Géopolitis sur les écrans de la RTS et de notre partenaire TV5 Monde et de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la Chine face au tsunami de Covid qui la frappe. Portez-vous bien.